Bonsoir et bienvenue dans Awa Créa de le commentaire. Aujourd'hui nous avons la chance d'être avec M. Jean-Guy Talamogne, président de l'Assemblée de Corse. M. Jean-Guy Talamogne, bonjour. Bonjour. Alors Laurent va vous expliquer un peu le parcours, va vous faire un petit rappel de votre parcours politique. Alors M. Talamogne, bonsoir. Bonsoir. Un petit rappel de votre biographie, les grandes lignes de votre biographie. Vous êtes né le 6 mai 1960 à Saumur, vous grandissez à Bastia. Vos premiers contacts avec la politique, notamment les congrès annuels de l'ARC, l'Action pour la Renaissance de la Corse, et l'adhésion à l'Unione di Chiani-Corti. En 1988, vous devenez avocat et vous prêtez serment à Bastia. Après être élu à l'exécutif de la Concolta nationaliste en 1988, vous devenez en 1992 le Benjamin de l'Assemblée de Corse, sur la liste Corsica Nation, groupe auquel vous deviendrez président 2 ans plus tard, et ce jusqu'en 2004. Vous menez l'opposition à l'Assemblée de Corse en y plaçant 8 élus de Corsica Nation en 1999. Vous êtes à la table des négociations, notamment lors des accords de Matignon en 2002. Entre 2004 et 2015, vous présidez successivement l'Unione Nazionale et Corsica Libera. Et enfin, en décembre 2015, la liste PA Corsica menée par Gilles Simeone remporte les territoriales, ce qui vous place à la présidence de l'Assemblée de Corse. Alors, vous avez qualifié dans Le Monde votre parcours politique de banalité extrême. Mais pas tant que ça en réalité. Non, ce que j'ai voulu dire, c'est que je n'ai pas changé ni d'idée, ni de mouvement. Donc, j'ai commencé à l'âge de 16 ans à être militant. Moi, j'étais même, avant d'être militant, j'étais dans le sillage du mouvement nationaliste qui démarrait dans sa phase moderne. Et ensuite, j'ai continuer évidemment dans le même courant, donc avec la Concolta et toutes les formations qui lui ont succédé jusqu'à Corsica Libera aujourd'hui. Donc effectivement, je n'ai pas un parcours de ce point de vue-là très complexe puisqu'il est linéaire politiquement. Alors, en termes d'aboutissement, quand même, vous êtes arrivé président de l'Assemblée de Corse. Pas tout le monde arrive président de l'Assemblée de Corse. Ça, c'est bon, les circonstances qui l'ont voulu. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis à ces fonctions et je demeure un militant, militant de Corsica Libera, un militant nationaliste. Et il faut essayer de concilier les deux casquettes, parce que parfois ça peut être un petit peu complexe. En tant que président de l'Assemblée de Corse, je représente l'ensemble des élus de l'Assemblée de Corse, c'est-à-dire ceux de la majorité, mais aussi ceux de l'opposition. Je suis soucieux, en ma qualité de président de l'Assemblée de Corse, que l'opposition ne soit pas bridée dans son droit à la parole, parce que c'est vrai que l'autre organe de la collectivité de Corse, qui est le conseil exécutif, lui est monocolore, évidemment, donc c'est notre majorité, donc des membres de notre majorité qui composent exclusivement le conseil exécutif. Et bon, l'Assemblée, je suis garant également des droits de l'opposition. Donc voilà, tout ça, en revanche, là, on rentre dans la complexité. Oui, c'est garder sa casquette de militant tout en étant le président de tous les élus et de toutes les couleurs. Donc on l'a répété que vous avez un parcours de militant et d'élu, et vous avez toujours gardé cette ligne indépendantiste. Et alors, la question qu'on a envie de vous poser, et qu'on aimerait que vous répondiez, c'est pourquoi, selon vous, la Corse devrait-elle être indépendante ? La Corse a une vocation naturelle à être indépendante. C'est une nation de droit naturel. Elle a été conquise par les armes alors qu'elle s'était débarrassée de la tutelle génoise. Et elle a aujourd'hui des intérêts concrets et actuels à être indépendante. Ce n'est pas seulement par notre droit historique à l'indépendance, ce serait déjà beaucoup, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas renoncer à un droit historique sans buter d'une part importante de son identité, de son identité collective. Mais indépendamment de la question historique, il y a la question actuelle. Je crois que le bilan de la France en Corse est un bilan qui est dramatique, pas seulement négatif, mais dramatique à maints égards. On voit la situation de notre
pays qui est pourvu de richesses naturelles considérables et qui aujourd'hui voit augmenter la pauvreté, la précarité, le développement d'un certain nombre de dérives dont on parle beaucoup actuellement. Donc voilà, le bilan de la France en Corse est négatif. Je pense que la Corse qui se gouvernerait elle-même ne pourrait en tout état de cause pas faire pire que ce qui a été fait. Bon, on pourrait rentrer bien sûr dans le détail des politiques qui ont été menées. Bon, en matière économique, lorsqu'on applique pendant une centaine d'années une loi douanière qui consiste en gros à détaxer toutes les exportations et à détaxer les importations et à taxer les exportations, je veux dire que si on veut briser toute velléité de développement, on ne s'y prend pas autrement. Lorsque l'on met en place la continuité territoriale dans les années 70, qui est le prolongement moins brutal, mais le prolongement de l'esprit de la loi douanière, avec, je dirais, un financement, une aide équivalente pour les quelques productions que nous exportons et les importations massives que réalise la Corse. Et déjà dans les années 70, les syndicats, notamment les syndicats agricoles, la FDSEA de l'époque, qui était largement, je dirais, animés par des militants nationalistes, avaient attiré l'attention sur le fait qu'il fallait une continuité territoriale sélective, c'est-à-dire aidant les importations que nous étions obligés d'avoir, mais aidant surtout les exportations, et non pas les importations qui venaient concurrencer les quelques productions que nous avions. Bon, voilà, je veux dire, bon, tout cela avait été dit, mais le gouvernement de l'époque n'en avait tenu aucun compte, et nous avons eu une continuité territoriale qui finalement a été, je le disais, le prolongement, moins brutal, mais le prolongement de la loi douanière. Bon, ça, ce sont des politiques économiques qui ont brisé toute velléité de développement. Et on voit le résultat aujourd'hui en matière économique. Par exemple. On paye toujours ces politiques économiques, mais demain, imaginons la Corse est indépendante, quel serait le projet de société? Quel serait le système politique, le système économique? Sur quoi se reposerait l'économie corse? En tant qu'indépendantiste, vous avez sûrement une idée du projet à amener après l'obtention de l'indépendance et d'un État souverain. Bien sûr, sur le plan économique, ce serait un développement qui serait diversifié et équilibré. On parle souvent du tourisme. Bon, le tourisme pour nous, c'est un moteur de l'économie et nous n'avons jamais été, contrairement à une idée fort répandue, contre le tourisme. Nous ne pensons pas que le tourisme à lui seul puisse tenir lieu d'économie. Après, il faut voir quel tourisme nous voulons. Nous plaidons pour un tourisme identitaire, pour un tourisme culturel. Nous avons d'ailleurs développé un projet qui est toujours en cours actuellement, qui est le projet Paoli-Napoléon, qui est un projet culturel qui a évidemment des prolongements touristiques et donc nous sommes engagés également dans cette forme de développement. Mais à côté de cela, il y a une agriculture à laquelle nous ne voulons pas renoncer, même si les technocrates à Paris et à Bruxelles ont dit que ça ne servait à rien il y a quelques dizaines d'années. Nous pensons que l'agriculture fait partie de ce que nous sommes, pas seulement de ce que nous avons, parce que nous sommes tous issus de là, toutes les familles corses sont issues de ce milieu rural et agricole et l'élevage. Nous ne pouvons pas renoncer à tout cela et nous souhaitons, pour des raisons à la fois économiques, sociales et également culturelles, nous souhaitons que l'économie corse, que l'agriculture corse se développe. L'artisanat, évidemment, les technologies modernes de pointe, le numérique, bien entendu, tout cela doit être complémentaire et il y a pour nous une idée qui est essentielle, qui est qu'il ne peut pas y avoir de développement sans justice sociale. Et je crois que sur ce point de la justice sociale, le groupe Corsica Libera, dans cette assemblée que je préside, est le groupe qui est le plus en pointe. Bon, c'est vrai que les groupes de gauche traditionnels n'existent plus. Bon, il y a bien le groupe En Marche, mais il serait quand même, je crois, assez osé de le classer à gauche. Aujourd'hui, la justice sociale est défendue par notre majorité de manière générale, mais tout particulièrement par le groupe Corsica Libera. C'est véritablement une dimension très importante de la politique que nous préconisons pour la Corse. Nous pensons que les politiques d'austérité, nous inscrivons en contre par rapport aux politiques d'austérité, que les politiques d'austérité sont pour beaucoup dans la crise que nous rencontrons aujourd'hui, et je parle là donc de manière générale sur le plan international, et elles sont pour beaucoup dans le fait que nous ne parvenons pas à sortir de la crise. Nous suivons sur ce point les théories du prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz qui le démontrent parfaitement. Donc nous sommes contre les politiques d'austérité, nous sommes pour la justice sociale,
et nous sommes pour une économie corse, pour dire les choses rapidement, on pourrait rentrer dans les détails, mais pour dire les choses rapidement, une économie équilibrée qui laisserait sa place à tous les secteurs et qui ne serait pas uniquement une monoactivité touristique ou bien je dirais un binôme tourisme-bâtiment, parce que évidemment cela est dépassé et cela n'a pas été positif pour l'économie de la Corse lorsqu'on a cherché à le mettre en œuvre de façon extrêmement maladroite par ailleurs. À travers l'économie, le plus important aussi, c'est de sauver le patrimoine corse en général. Le patrimoine bien sûr matériel, le patrimoine immatériel, bien entendu, il y a en Corse une culture qui est forte, une culture qui justifie son existence à elle seule, c'est-à-dire que la culture, elle n'a pas à être rentable, elle n'a pas à profiter, je dirais, sur le plan économique. Mais, en plus, alors la culture, elle ne serait que ce qu'elle est, ce serait déjà beaucoup, et elle serait indispensable, mais en plus, la culture, et cela est montré à l'échelle internationale, la culture est aussi une valeur économique aujourd'hui. Donc, pour toutes ces raisons, il doit y avoir donc une unanimité des Corses autour de notre identité, de nos spécificités, des grandes particularités de la Corse. Parce que c'est vrai que ces particularités, on a tendance parfois à les critiquer de l'autre côté de la mer. Bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des traits culturels qui sont positifs, d'autres qui le sont peut-être moins. Après tout, c'est aux générations actuelles de dire ce que doit être la Corse de demain. Mais je crois qu'il y a aussi à préserver une grande partie de ce que nous sommes et qui est tout à fait positif. Je suis prudent à cet égard parce que je ne veux pas non plus donner l'impression de défendre tout ce que nous avons été et tous les traits culturels qui sont les nôtres. Il y a eu historiquement aussi des traits culturels qui étaient plus contestables. Je ne sais pas, moi, si on parle par exemple des vendettes qui ont décimé la Corse à certaines époques, c'était un trait culturel, indiscutablement. Ça n'était pas pour autant positif. Les gouvernements nationaux ont combattu ce fléau. Donc je veux dire, comme dit le poète René Char, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Donc c'est à nous de savoir ce que nous voulons faire de cet héritage. Et donc il faut choisir de cet héritage, mais nous avons la faiblesse de croire que dans notre culture, il y a beaucoup de belles choses, de bonnes choses, qu'il y a beaucoup de richesses et que ces richesses-là, il faut absolument les préserver. En tant que président de l'Assemblée de Corse, vous faites face à plusieurs enjeux importants dans l'île, et notamment plusieurs problèmes sociétaux, dont celui de la crise des déchets. Donc, voilà, selon le CIVADEC, il y a plus de 236 000 tonnes de déchets produits en Corse en 2018. Ça fait 721 kg par an par habitant, plus de 200 kg par rapport à la moyenne française. Il y a eu des progrès, notamment par rapport aux années précédentes, mais on entend toujours que c'est un contexte de crise des déchets. Quelles sont les solutions qui sont pérennes et envisageables à ce jour? Alors, au moment où nous parlons, il y a une crise. Donc, la collectivité de Corse, à partir du moment où nous avons pris les responsabilités en main, la collectivité de Corse a pleinement exercer ses compétences. Et ses compétences, c'est de définir une stratégie. Ensuite, il y a la collecte, ça ce sont les intercommunalités, et il y a le traitement, c'est le CIVADEC. On a toujours tendance à se tourner vers la collectivité de Corse, mais la collectivité de Corse n'a qu'à définir la stratégie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se désintéresser du reste, ça n'est pas le cas d'ailleurs, mais je veux dire, nous avons, dès notre prise de responsabilité, défini cette stratégie de manière tout à fait claire à travers un plan. Bien. Nous savions au moment où le plan a été voté par l'Assemblée de Corse qu'il y aurait une période difficile, la période transitoire, celle qui nous sépare du moment où le tri à la source, ce qui est la base de notre politique, de notre stratégie. Alors, la période qui nous sépare du moment où ce tri commencera à produire pleinement ses effets. Donc c'est une histoire de 3-4 ans maintenant. Et pour cette période transitoire, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a que des mauvaises solutions. On a même envisagé un temps, il faut le dire, nous avons envisagé même l'exportation des déchets. Parce qu'effectivement, il y a ce problème. Alors évidemment, ça aurait été pour un temps très court. Bon, cela n'a pas été possible. Ça n'est pas tellement satisfaisant non plus sur le plan moral. Mais tout ça pour vous dire que nous savions qu'il y aurait ce problème. Et ce problème, nous le rencontrons aujourd'hui. Alors il y a quelques heures, il y a un plan qui a été annoncé pour mettre les bouchées doubles dans la politique de tri et de tri à la source. Parce que pour nous, il n'y a pas de solution en dehors de cette stratégie. Nous la soutenons, cette politique qui est la nôtre, parce que nous y croyons vraiment. Mais nous savons aussi qu'il y a donc un certain nombre d'années. Alors, l'enfouissement, ce n'est pas du tout satisfaisant dans notre esprit, c'est quelque chose, c'est aussi un problème. L'incinérateur,
Il a été écarté par l'Assemblée de Corse avant même que nous n'accédions aux responsabilités. C'est vrai que nous avons beaucoup œuvré pour que l'incinérateur soit abandonné. De toute façon, l'incinérateur aujourd'hui, dans la situation actuelle, ne répond pas à la crise. Parce que de toute façon, si nous décidions demain matin d'installer un incinérateur, eh bien, il serait en fonction dans quelques années, et nous disons que le problème ne se posera plus dans quelques années. Qu'il se pose maintenant et maintenant uniquement. Il sera en dehors de cette période de transition. Absolument. Alors il faut maintenant traiter cette période de transition. Je crois que la décision qui a été prise ces dernières heures de mettre des bouchées doubles à travers un grand plan financier, je crois que c'est une très bonne chose. Est-ce que cela suffira pour nous sortir des difficultés actuelles? Eh bien, nous le verrons. Mais encore une fois, je répète, il n'y a que de mauvaises solutions pour cette période transitoire, si ce n'est d'accélérer la démarche de tri à la source, ce qui va être fait à travers notamment le PEI, ce qui vient d'être décidé. Donc c'est une responsabilité de chacun d'entre nous. Évidemment, mais je dois dire aussi, parce qu'il faut être honnête intellectuellement, que lorsqu'on est aux responsabilités politiques, on ne se contente pas de dire il faut que les gens aient l'esprit civique, il faut que les gens fassent bien les choses, il faut que les gens trient, et il faut, nous, que, à travers les moyens dont nous disposons, que nous incitions les Corses à avoir ce comportement. Il ne faut pas se contenter de dire « Ah, si les Corses triaient, ah, si les Corses ne vendaient pas leurs terres, ah, si les Corses... » Non, il faut mettre en place les moyens juridiques et financiers pour que les Corses soient orientés dans la bonne direction, comme peuple. On ne peut pas dire... Je parlais du foncier à l'instant. On ne peut pas dire, comme le disent certains, « Ah, mais ce sont les Corses qui vendent ». Lorsqu'on parle de la dépossession immobilière. Mais je veux dire, lorsque vous avez la possibilité de vendre 10 fois plus la maison dont vous êtes obligé de vous séparer, eh bien, il faut être une espèce de saint, comme citoyen, pour ne pas le faire. Et donc c'est ça la problématique des Corses aujourd'hui individuellement, lorsqu'ils ont à se séparer d'un bien immobilier. Mais il faut que le droit oriente les choses. Et il faut, simplement qu'un certain nombre de transactions soient rendues impossibles par le droit. La langue corse, là aussi on entend des gens dire, mais il ne faut pas obliger, il faut que les Corses parlent le corse à leurs enfants. Sauf que partout dans le monde, lorsqu'une langue a été sauvée, elle a été par des moyens juridiques et par des moyens financiers. On prendra simplement, il y a 1000 exemples, on prendra simplement le cas de la loi 101 au Québec, qui, dans les années 70, a permis de sauver la langue française qui était en difficulté. Donc, je veux dire, le droit, lorsqu'on est aux responsabilités, on ne se contente pas de faire appel au civisme des individus, des citoyens. On met en place un certain nombre de cadres juridiques et financiers. Voilà ce que l'on peut dire à la fois pour le problème que vous, très concret et très actuel que vous souleviez, mais ce que l'on peut dire pour la langue, ce que l'on peut dire pour la terre. Oui, bien sûr, dire et répéter aux Corses qu'il faut avoir ce comportement, oui, ça n'est pas inutile, parce qu'il ne faut pas déculpabiliser non plus les citoyens qui auraient un comportement négatif à l'égard de la communauté, mais en même temps, on ne peut pas tout attendre de ce genre d'incantation. Il faut d'abord, lorsqu'on exerce les responsabilités, les exercer convenablement. Ce que nous essayons de faire, même si ce que nous avons fait depuis 4 ans n'est pas parfait, je suis le premier à le dire, notamment dans nos réunions internes, parfois même, je le dis publiquement, tout n'est pas parfait. Je ne retrouve pas forcément les marqueurs du nationalisme ou de la justice sociale dans tout notre parcours de ces 4 années. Je l'ai dit publiquement, je continue à le dire, mais je pense que nous avons fait aussi un certain nombre de choses. On voulait parler d'un deuxième problème qui est celui de la précarité. Alors pour commencer, quelques chiffres. Selon l'INSEE, la Corse est la région métropolitaine avec le taux de pauvreté le plus élevé, environ 20%. Les classes les plus concernées sont les seniors, donc les plus de 75 ans avec 17,5%, et les moins de 30 ans, donc les jeunes avec environ quasiment 30%. Aussi, ça touche, comme on a vu, les étudiants corses. Sur 5000 étudiants corses, 40% sont boursiers. Dans un contexte assez de malaise étudiant à l'échelle nationale, il y a des initiatives qui sont proposées en Corse, notamment avec l'association Aiuto Studentine à Corté. Et puis on a vu aussi récemment que vous avez mis en place le fonds social Corsica Solidare. En quoi ça consiste grandement? À Corsica Solidare, le conseil d'administration s'est réuni encore ce matin, à Bastia et à Ajaccio en téléprésence.
Corsica Solidaria, c'est un fonds de dotation donc, qui travaille sur l'inclusion sociale. Donc il vient d'être lancé, puisque en fait l'idée nous est venue il y a un an aujourd'hui, à l'occasion de la crise des carburants et plus précisément à l'occasion d'une réunion que j'avais organisée entre d'une part le collectif contre la cherté des carburants en Corse et d'autre part le groupe Vito Ruby. Donc il y avait les principaux responsables, non seulement Corse mais également parisiens. Et donc nous avons parlé longuement donc avec le collectif et ça a duré 4 heures. Bon, et le groupe Vito Ruby disait oui, nous savons qu'en Corse il y a des problèmes sociaux, nous réalisons nos activités donc, en Corse et nous avons une responsabilité sociale et sociétale, nous les admettons l'existence de cette responsabilité. Donc en cours de réunion, je leur ai proposé, donc c'était pas prévu spécialement, je leur ai dit bon, mais votre responsabilité sociale et sociétale, est-ce qu'elle pourrait se concrétiser par la participation, par exemple à un fonds qui travaillerait sur l'inclusion sociale, par exemple sur l'aide au déplacement, parce qu'on parlait évidemment de la question du déplacement. Et j'ai eu une réponse immédiate de la part du principal responsable parisien, qui a dit oui, nous sommes prêts à y participer. Et alors, donc, ensuite, j'ai réuni les présidents de l'Assemblée de Corse, de l'opposition et de la majorité, et je leur ai demandé donc de participer à cette démarche et de recevoir ensemble, non seulement à nouveau les responsables de ce groupe, mais les autres fournisseurs de carburant, et puis les responsables des entreprises de transport maritime, et puis certaines banques. Et nous avons commencé à rencontrer des mécènes potentiels, et en fait ces grosses sociétés ont accepté donc le principe de leur participation au fonds de garantie, de fonds de dotation donc orienté vers l'inclusion sociale. J'ai fait passer 2 rapports donc, depuis devant l'Assemblée de Corse qui ont été validés à l'unanimité. Nous avons fait un grand nombre de réunions de la conférence des présidents sur ce sujet. Depuis que le fonds est officiellement constitué, c'est-à-dire depuis quelques semaines, donc les statuts ont été déposés à la préfecture. Le conseil d'administration s'est déjà réuni 2 fois en 1 mois. Nous allons nous réunir à nouveau en janvier. Et donc nous sommes dans une phase évidemment d'installation, mais il s'agit donc de faire avec de l'argent privé une mission, de remplir avec de l'argent privé une mission d'intérêt public. Alors, cette mission est extrêmement vaste dans son champ d'action potentiel, puisque l'inclusion sociale, ça représente beaucoup de choses. On peut parler des étudiants, on peut parler des retraités, on peut parler des Corses qui vivent dans leur village et qui ont des problèmes pour se déplacer, y compris d'ailleurs personnes âgées pour faire des commissions, etc. Donc c'est parfois extrêmement dramatique comme situation lorsqu'on est isolé. Donc la question du déplacement est importante. Pas seulement la question de la formation, la question de l'aide. Alors la question du déplacement, c'est une manière un peu transversale de prendre les choses, c'est une thématique qui nous a beaucoup, qui a monopolisé notre attention ces derniers temps, même si ça ne sera pas la seule thématique. Mais le déplacement, c'est assez transversal. Ça concerne les personnes âgées, ça concerne les retraités, qui sont souvent en difficulté, ça concerne les étudiants, ça concerne les personnes qui sont malades ou bien qui ont un malade dans leur famille. Donc, une quantité de cas que nous pouvons toucher du doigt au quotidien. Donc, cette démarche Corsica Solidaria, nous en sommes assez fiers parce que d'abord elle a réuni l'unanimité des élus à 2 reprises, de vote unanime, parce que non contents de voter, ce qui est déjà bien, mais les élus ont été extrêmement présents dans leur diversité, encore une fois, majorité, opposition confondue, à chaque étape. Nous avons véritablement une participation des responsables, des présidents de groupe, véritablement depuis 1 an, et le fait que nous ayons réussi à installer ça en 1 an, ceux qui travaillent dans ce domaine-là nous ont dit que c'est quand même pas trop mal. Donc je crois que nous avons bien travaillé. Nous sommes très loin évidemment aujourd'hui d'un aboutissement, mais en tout cas c'est lancé. Nous avons déjà des mécènes qui se manifestent même spontanément parfois, et nous avons déjà des dossiers qui sont en cours de préparation, des projets concrets pour aider au quotidien les Corses qui en ont le plus besoin. Évidemment, la situation dont on pourrait rêver, c'est une situation dans laquelle nous n'aurions pas besoin de Corsica Solidaria, ni des Restos du Cœur, C'était ma prochaine question aussi. Bien sûr.
Mais malheureusement, nous en sommes très loin de cette situation-là. Et aujourd'hui, il nous faut gérer la situation dramatique qui est celle d'un grand nombre de Corses. Bon, vous avez cité le pourcentage d'étudiants qui sont boursiers. La Corse est évidemment, globalement, les Corses globalement ne sont pas riches. 70% des familles corses sont éligibles aux logements sociaux. Bon, c'est quand même un élément. Bon, on sait le taux de pauvreté, on sait la précarité qui s'installe, la multitude d'associations qui travaillent. Et de bénévoles qui se donnent, et malgré tout, les situations dramatiques sont de plus en plus présentes. Donc il y a beaucoup de travail. C'est vrai que nous avons consacré une grande part de notre activité à cette question sociale. Alors, pour finir cet entretien, vous voulez parler de notre site, de ce qui est apparu sur notre site. Donc, comme je vous l'avais expliqué avant le début de l'interview, Avacreat, c'est une plateforme collaborative où des jeunes artistes peuvent venir librement publier leurs œuvres, que ce soit des poèmes, des photos, des vidéos, ou vraiment à peu près n'importe quoi qu'on peut mettre en ligne. Et on a des contributeurs réguliers, qui sont Luci Ario et Hugo Colombagne, et deux des chroniques qui ont vraiment bien marché en termes de vues, en termes d'interaction avec le public, sont deux chroniques qui sont posées la même question. Ce sont deux jeunes, de 30 ans et 23 ans, qui sont posés la même question. Est-ce qu'il faut-il partir de Corse? Alors, on a beaucoup de jeunes, et Laurent aussi peut répondre à ça, on a beaucoup de jeunes qui se sont posés la question, faut-il se partir de Corse? Alors, comme c'est quand même bien écrit, on va vous lire 2-3 extraits pour vous montrer un peu le... Bien sûr. Vas-y Laurent. Alors, je vais vous lire une partie de la chronique de Luci Ario, qui s'appelle Landa. Quand je reste trop longtemps, j'ai envie de partir, mais quand arrive le moment du départ, je suis prise de mélancolie. Malgré toutes les difficultés propres à la Corse, la vie s'y écoule doucement. Le temps semble passer plus lentement, parfois même, il semble figé. C'est peut-être ça qu'on appelle l'ennui. À vrai dire, je me suis toujours plus ou moins ennuyé. En Corse, partir a toujours été un passage obligé. Partir pour mieux revenir. Dans l'esprit collectif, rester est vu comme une forme d'échec, surtout par les générations de nos parents et grands-parents. Rester, c'est s'engager sur un sentier étroit, l'insularité enferme facilement. Et on a un autre point de vue, celui d'Hugo Colombagne, qui part quand même à peu près du même constat, qui est un peu plus piquant, vous allez voir. Pour peu que vous ayez un bagage social cohérent, c'est-à-dire plusieurs années d'études, un visage qui ne transpire pas la bêtise, un PEL, plus l'âge théorique d'être adulte, entre parenthèses, vaste sujet, vous allez être confronté de manière exponentielle à la question « Pourquoi tu ne pars pas ?» Le CV classieux appartient à celui qui est parti. Mais, je coupe, mais un parfum de France sur un corps corse semble toujours plus appréciable que les bons vieux effluves cortenais. L'idée de partir me laisse un goût de défaite. Sur ma terre, j'ai failli, donc j'ai migré. Et il finit par « Mais quitter mon île sous prétexte que je serais mieux là-bas, ce qui reste un beau pari. Ça implique que je n'ai pas réussi à dialoguer avec l'espace dont je suis issu, à poétiser ce lieu qui m'a éduqué durant les 30 dernières années. » Et on a deux points de vue. Laurent aussi, à ce point de vue, a fait des études sur le continent. Moi, j'ai fini mes études. Et vous aussi également. Vous aussi. Et donc, on a rencontré à beaucoup de jeunes qui avaient cette question. Est-ce que mon avenir est là? Est-ce que professionnellement, je vais réussir à trouver une place qui me convient? Ou est-ce que ailleurs, je pourrais trouver une place, entre guillemets, plus haute, avec un meilleur train de vie que je ne peux avoir en Corse? Et la question assez simple, tellement compliqué que j'ai envie de poser, c'est comment convaincre ces jeunes de rester, même si chacun est libre évidemment, mais qu'est-ce que vous pourrez leur dire à eux? C'est vrai que c'est très complexe parce qu'il y a des problématiques différentes. D'abord, partir pour faire des études, c'est une chose, notamment lorsqu'on est obligé. Moi, à mon époque, lorsque j'étais en première année de droit, il n'y avait pas de faculté à Corté. Lorsque j'étais en deuxième année de droit, ils ont créé la première année de droit. Lorsque j'étais en troisième année, ils ont créé la seconde année. Et c'est ainsi, voilà. Bon, mais aujourd'hui, je dirais aux jeunes qui veulent épouser cette carrière de juriste, d'avocat ou autre, je leur dirais, restez à Corté. Parce que la faculté de droit de Corté est d'excellente qualité, et donc restez à Corté. Après, si vous voulez être médecin, vous pouvez commencer, mais vous êtes obligé de partir ensuite. Bon, mais
Ça, c'est un état d'esprit, partir pour faire ses études, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Encore une fois, je plaide pour l'université de Corté. Que les choses soient claires, et j'insiste sur ce point, parce que l'université de Corté est de grande qualité, globalement, sur l'ensemble des filières. Mais lorsque l'on veut faire quelque chose qui n'existe pas à Corté, on peut partir. Après, décider de partir pour faire sa vie ailleurs, définitivement, ou bien revenir simplement à la retraite, comme l'ont fait beaucoup de Corses. Hein. Certains ne sont pas revenus, du reste, hein, ou certains avaient l'intention de revenir, ne sont pas revenus. Alors là, il y a ils n'avaient pas le choix, certains aussi. Hein, à certaines époques, hein, on sait très bien que beaucoup de Corses ont dû aller dans l'Empire colonial, ou de l'autre côté de la mer d'une manière générale. Donc, c'était une nécessité parfois pour subvenir aux besoins de leur famille. Évidemment, c'est un constat d'échec de partir. C'était déjà un constat d'échec. Certains ne sont jamais revenus. Il y a des chants déchirants sur cette situation-là, hein, cette culture du départ, parfois sur la culture du retour aussi, mais ça ne marchait pas toujours. Hein. Ou alors un retour quand on est âgé, fourbu, et qu'on a passé sa vie ailleurs. Bon, tout ça a été repris par la littérature. La littérature, évidemment, c'est le reflet hein, de ce que nous sommes. Hein. Je plaide beaucoup pour qu'on aille chercher dans la littérature les mécanismes qui sont à l'œuvre dans notre société. Mais, par exemple, ce que dit Luigi Ario, alors c'est une manière de voir les choses, hein, ça a toujours existé. Hein. Si vous lisez Marie Souzine, aussi, c'est l'île comme un petit peu non pas une prison, mais enfin, en tout cas, un lieu où on peut étouffer, et donc il faut, et en même temps, un lieu où on revient. Bon, il y a cet aspect un petit peu ambivalent. Moi, je me suis bien amusé quand j'avais votre âge, en Corse même, et ailleurs, j'ai pu aussi le faire, mais de faire une description, je dirais, pour un jeune de la situation corse, je trouve que c'est très pessimiste, hein, mais bien entendu, après ça dépend du parcours de chacun, mais je crois que beaucoup de jeunes ont du bon temps en Corse, qu'ils soient étudiants cortais ou pas. Moi j'ai eu une belle jeunesse quand j'étais en Corse, quand j'étais ailleurs, je ne peux pas dire non plus que c'était très sinistre, hein, bon voilà, mais en même temps, je pense que c'est quand même une vision plutôt pessimiste, mais encore une fois, ça a toujours existé, cette manière d'appréhender les choses. Après, il y a des manières de voir les choses qui sont beaucoup plus optimistes et beaucoup plus heureuses. Hein, je veux dire, il y en a qui ont l'insularité heureuse et d'autres pas. Hein. Après, il y a aussi la question individuelle. Hein. Mais encore une fois, on trouve dans la littérature, on trouve tout. Dans la littérature d'aujourd'hui hein, et la littérature d'hier, on trouve tout ça. Ça n'a pas beaucoup changé. Alors, est-ce que l'île, c'est un enfermement ? Moi, je ne la vis pas comme ça, l'île. Je ne l'ai jamais vécu comme ça quand j'étais jeune. Mais certains, oui. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? On peut leur dire d'abord de rester pour faire leurs études si, bien entendu, la filière qu'ils choisissent existe à Corté. Bien sûr, de rester à Corté. Et encore une fois, ils ont tout à y gagner. S'ils partent, de revenir. Et surtout, de ne pas prendre la décision de faire leur vie de l'autre côté de la mer. Même si parfois, la vie peut tourner autrement que ce qu'on avait prévu. Hein. Mais enfin, je crois que les Corses, c'est pas seulement du volontarisme, à dire voilà, il faut être en Corse pour construire la Corse, pour être utile à la Corse, mais pour s'épanouir aussi. Parce que ce que nous sommes collectivement et individuellement, eh bien, franchement, ça nous prédispose à nous épanouir en Corse. Et puis ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller faire un voyage en Italie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller faire une année d'études à Paris si cela est nécessaire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller aux États-Unis. Bien entendu, mais il faut, je crois, ne pas se couper de ses bases. C'est l'idée de partir pour mieux revenir en fait. Partir pour mieux revenir. Partir pour mieux revenir, oui, c'est pas forcément dans tous les parcours indispensable. Encore une fois, nous avons arraché de haute lutte cette université. Et il faut savoir que à mon époque, et avant qu'elle ne soit créée, eh bien, les familles renonçaient souvent à laisser partir leurs enfants parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Ils n'en avaient pas les moyens. Et donc, il y a des jeunes de ma génération qui n'ont pas eu la chance de faire des études supérieures alors qu'ils en avaient véritablement, ils avaient des capacités qui auraient pu les amener à occuper des fonctions extrêmement élevées. Ils ont été obligés d'arrêter leurs études. Et ça, c'était vraiment catastrophique pour eux et pour la Corse. Pour eux et pour ce que nous sommes collectivement.
Donc aujourd'hui, nous avons une université qui met à la portée de beaucoup plus de familles, je ne dirais pas de toutes les familles, parce que c'est pas simple non plus, mais quand même c'est plus facile que lorsqu'il fallait aller à Aix-en-Provence, à Marseille, à Paris ou ailleurs. Donc je crois vraiment que ça a été une étape de franchie, et cette université, c'est un historien, Franco Ventour, il dit de Pascal Paul que l'université, c'était beaucoup pour lui, c'était la prunelle de ses yeux. Il utilise cette expression. La prunelle de ses yeux, l'université, c'est la prunelle de nos yeux. Parce que nous avons connu la période antérieure que vous n'avez pas connue. Et je peux vous dire que ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses. Donc, que dire? Restez pour faire vos études si vous pouvez, et surtout, si vous partez, revenez. Merci beaucoup. Merci à vous Merci pour cet échange.